Elle m'a quitté parce que j'étais fauché. Pas juste pauvre, complètement brisé, invisible, sans avenir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette erreur allait tout changer. Aujourd'hui, c'est elle qui m'ouvre la porte avec un tablier sur les hanches et un sourire forcé. Oui, elle me sert dans le restaurant que je possède. Ce que j'ai vécu entre ces deux moments est presque impossible à croire. Mais chaque détail compte, et rien de ce qui s'est passé n'était un hasard. Parce que ce que vous allez entendre maintenant, c'est l'histoire d'un homme que tout le monde croyait fini, sauf lui-même. Et si vous pensez que le choc s'arrête ici, attendez d'entendre ce qu'elle m'a glissé à l'oreille juste avant de disparaître de ma vie, une seconde fois. Je m'appelle Malik. Et si vous aviez entendu mon nom il y a quelques années, vous l'auriez oublié aussitôt. Parce qu'à cette époque, je n'étais personne. Je vivais replié sur moi-même, enfermé dans un studio de 9 mètres carrés au fond d'un immeuble humide du 18e arrondissement. L'hiver, je dormais habillé, parce que le chauffage ne fonctionnait plus. Je bouffais des pâtes nature, parfois avec du sel quand j'en avais. Mon lit, un matelas acheté d'occasion, posé à même le sol, qui grinçait à chaque fois que je bougeais. Je me répétais que c'était temporaire, que j'étais entre deux projets, un truc qu'on dit pour avoir l'air occupé quand, en réalité, on est paumé. La vérité, c'est que je ne savais pas où j'allais. Chaque jour, je me réveillais avec ce sentiment d'échec collé à la peau, ce poids invisible que personne ne peut voir, mais que vous ressentez dans chaque respiration. Et puis, il y avait Lila. Elle, c'était tout l'opposé. Elle entrait dans une pièce et tout s'arrêtait. Les conversations, les regards, même le temps semblait suspendu. Elle avait cette assurance arrogante de ceux qui savent qu'ils plaisent, qu'ils réussissent, qu'ils méritent. Elle avait grandi dans un autre monde, celui où les vacances à Mykonos sont banales, où les stages se trouvent par téléphone parce que papa connaît quelqu'un. Elle était ambitieuse, brillante, calculatrice. Et pourtant, elle avait choisi de sortir avec moi. Un mec sans argent, sans avenir, mais avec un rêve flou. Ouvrir un jour un lieu à moi, un espace où les gens se sentiraient vivants. Un restaurant, peut-être. Elle trouvait ça mignon, au début, jusqu'à ce que le mignon devienne lassant. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que mon rêve, c'était tout ce que j'avais. Pas de plan B, pas de réseau, pas de garant. Le soir où elle est partie, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle est entrée dans le studio, belle comme une déesse et froide comme le carrelage sous mes pieds. Elle m'a regardé sans même s'asseoir, comme si elle ne voulait pas s'imprégner de cet endroit trop petit pour son ambition. Et puis elle m'a dit, « Je ne vais pas couler avec toi, Malik. Je mérite mieux que ça. » C'était sec, brutal, chirurgical. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Pas devant elle. Mais à peine la porte refermée, j'ai craqué. J'ai hurlé. Pas parce qu'elle m'avait quitté, mais parce qu'elle avait raison. J'étais en train de couler. Lentement. Et je l'entraînais avec moi. C'est là que quelque chose a changé. Ce soir-là, son mépris est devenu mon moteur. Cette phrase, « Je ne vais pas couler avec toi », je l'ai gravée dans ma tête comme un tatouage invisible. Elle est devenue ma promesse silencieuse. Pas pour la reconquérir, mais pour me reconstruire. Ce que Lila ne savait pas, c'est que cette rupture, ce rejet, allait devenir l'étincelle de ma métamorphose. Qu'en m'abandonnant dans ce trou noir, elle m'obligeait à rallumer ma propre lumière. Qu'elle avait, sans le vouloir, déclenché une révolution intérieure. J'étais fauché, humilié, détruit, mais je n'étais pas fini. Et ce que je m'apprêtais à faire, aucun d'eux, ni elle, ni les autres qui me regardaient de haut, ne l'avaient vu venir. Parce que parfois, il faut tout perdre pour enfin comprendre qu'on peut tout reconstruire. Et que l'homme que le monde rejette aujourd'hui peut devenir l'homme que ce même monde applaudira demain. 3 ans avant ce moment surréaliste au restaurant, où le passé est venu me servir à table, j'étais encore cet homme invisible que la ville piétinait sans le voir. C'était une nuit d'hiver, glaciale, où même les lampadaires semblaient éteints par pitié. J'étais à la plonge dans un bar miteux de Belleville, un trou enfumé où l'on vendait plus de déception que de bière. Ce soir-là, un type étrange, usé mais droit dans son regard, a fini son verre, m'a observé, au lieu de laisser une pièce, a glissé un vieux livre trempé entre 2 assiettes sales. L'art de rebondir. C'était écrit dessus. J'ai failli l'ignorer. Je l'ai regardé comme un affront, un rappel de mon naufrage. Mais plus tard, allongé sur mon matelas de fortune, entre 2 murs moisis, j'ai ouvert ce bouquin. La première page m'a giflé. Ce n'était pas un livre de rêveur, c'était un cri. Une guerre. L'auteur? Un ancien détenu, brisé, oublié, revenu du néant pour bâtir un empire. Il n'offrait pas d'espoir, il offrait une arme. Ce soir-là, tout a basculé.
J'ai compris que tant que je jouais le rôle du pauvre Malik trahi par la vie, je restais à genoux. Et personne ne tend la main à ceux qui rampent trop bas. Il fallait que je me relève, non pas pour prouver aux autres qu'ils avaient tort, mais pour me prouver que j'avais encore une valeur. J'ai pris une décision. Chaque minute à me plaindre serait désormais remplacée par une minute à me former. J'ai trouvé des vidéos gratuites de chefs sur YouTube, j'ai volé des recettes en observant discrètement les cuisines où je bossais, j'ai commencé à lire des livres sur le marketing, la psychologie des clients, le branding. Je bossais dans 2 restos le jour, j'étais livreur Uber Eats la nuit, et entre 2 livraisons, j'écoutais des podcasts sur la création d'entreprises. Je ne vivais plus, je me forgeais. Et pendant ce temps, Lila, je la voyais, sur Instagram, dans les stories de nos anciens amis communs. Dîner sur les toits de Paris, week-end à Dubaï, bras dans bras avec des types en veston 3 pièces. Des photos où elle riait fort, comme pour me faire entendre, à travers l'écran, qu'elle n'avait aucun regret. Chaque image était une brûlure. Mais au lieu de fuir cette douleur, je l'ai utilisée. Elle est devenue mon carburant noir, ma rage transmutée en énergie. J'ai visualisé, chaque jour, la scène où elle entrerait dans mon restaurant, sans savoir que c'était le mien. Je me suis accroché à cette vision comme un naufragé à une planche. Et plus je m'y accrochais, plus elle devenait réelle. Il y a eu des moments de doute, des nuits sans sommeil, des jours où j'ai failli lâcher, où j'ai pensé que ce rêve n'était qu'un délire de pauvre. Mais à chaque fois que j'étais à 2 doigts d'abandonner, je me souvenais de sa voix. « Je ne vais pas couler avec toi. » Cette phrase était devenue mon réveil, mon cri de guerre. Une incantation que je récitais dans ma tête chaque matin, pendant que je serrais les dents dans un frigo à moins 20 degrés Celsius ou que je livrais un énième Pokéball sous la pluie. Ce que Lila ne savait pas, c'est qu'en me quittant, elle avait planté une graine. Pas une graine de vengeance, une graine de dépassement. Et que cette graine, arrosée par la souffrance, allait bientôt percer le béton. Selon le coach financier Thomas Bellin, qu'on surnomme dans certains cercles le chirurgien du Minsay, il existe une vérité brutale que peu osent affronter. Les ruptures amoureuses, surtout quand elles sont humiliantes, déclenchent chez certains hommes une rage créatrice que ni l'argent ni la réussite tranquille ne sauraient égaler. Ce que j'appelle le choc fondateur. Ce concept, Bellin l'enseigne dans ses séminaires privés réservés à des entrepreneurs ayant connu la chute avant le sommet. Il explique que le cerveau, en situation de rejet émotionnel intense, active des circuits de transformation comparables à ceux déclenchés par les expériences de mort imminente. Le choc émotionnel brise la version passive de soi. Ce qui survit après, ce n'est pas un cœur blessé, c'est un architecte. Et moi, Malik, j'étais cet architecte né d'un tremblement de terre. Mais ce que personne ne comprend vraiment dans le succès visible d'un restaurant, c'est l'invisible, la guerre en coulisses. Ouvrir un resto, ce n'est pas aligner des plats et espérer des avis Google positifs. C'est de la stratégie fine, de l'anticipation comportementale. J'ai appris que 80% des décisions d'un client sont prises avant même qu'il lise le menu. Couleur des murs, température ambiante, musique de fond, uniforme du personnel, tout est code. Tout est langage silencieux. J'ai étudié les travaux de Michel Laronde, un ancien directeur de palace devenu consultant en design sensoriel. Un restaurant, ce n'est pas une cuisine avec des tables. C'est un théâtre multisensoriel. Et si tu veux qu'on revienne, il faut que le client sente qu'il fait partie d'un scénario. J'ai donc construit ce lieu comme on construit une pièce. Le nom même du restaurant Résilience était un message codé. Chaque détail avait une intention. Les lumières douces, les assiettes noires pour faire ressortir les couleurs des plats, les textes sur les murs inspirés des stoïciens. Tout portait ma signature invisible. Un plat phare du menu s'appelait le Phénix. Il contenait des ingrédients que je ne pouvais même pas m'offrir 3 ans plus tôt. Et quand je l'ai goûté pour la première fois, dans ma propre salle, j'ai compris que je n'étais plus dans la survie. J'étais dans la création. J'étais l'auteur de ma revanche. C'est alors qu'est arrivée Lila. 2 mois après l'ouverture. Elle est entrée sans savoir où elle mettait les pieds. Elle cherchait un travail, pas un souvenir. Elle portait un tailleur froissé. Ses ongles n'étaient plus faits. Son regard fuyant. Elle n'a pas reconnu mon nom sur la plaque. Elle n'a pas vu mon visage dans l'obscurité de l'arrière-salle. Elle a juste demandé « Vous cherchez une serveuse ?» Et c'est mon manager, Maxime, un ancien prof de théâtre que j'avais recruté exprès pour sa voix et sa prestance, qui l'a reçu. Il m'a appelé plus tard. « Hilar, il y a une fille qui s'appelle Lila. Elle veut bosser ici. Tu veux qu'on la prenne ?» J'ai dit oui, pas par vengeance, mais parce que je voulais voir si elle reconnaîtrait un jour la scène qu'elle avait inspirée, sans jamais en comprendre le script. Elle n'a pas reconnu ma voix au téléphone. C'était moi pourtant,
derrière cette tonalité posée, professionnelle, presque trop lisse pour éveiller le moindre soupçon. Elle parlait vite, comme si chaque mot coûtait de l'oxygène. Je cherche du travail, n'importe quoi, vraiment. J'ai de l'expérience, je suis ponctuel, motivé. J'ai hoché la tête, en silence, sans répondre tout de suite. Puis j'ai dit, passez demain à 10 heures. Demandez le chef. Elle a dit merci, sans émotion, sans même me demander mon nom. Le lendemain, quand elle a franchi la porte du bureau que j'avais conçu comme une scène de théâtre, lumière tamisée, étagère pleine de faux dossiers et un seul objet en évidence, un vieux livre usé, l'art de rebondir, je l'ai vu se figer. Son regard s'est posé d'abord sur le mobilier, puis sur moi. Elle a cligné des yeux, une fois, deux fois, puis ses lèvres ont tremblé, juste un peu. Je crois qu'on se connaît. Elle ne le demandait pas vraiment. Elle le redoutait. Et moi, je suis resté là, impassible. Je lui ai tendu un contrat, un vrai. CDI, bon salaire. Avantage. Aucun mot de trop. Elle a signé. Peut-être par fierté. Peut-être parce qu'elle n'avait rien d'autre. Peut-être parce qu'une partie d'elle voulait revenir là où tout avait commencé, mais cette fois, en spectatrice de ce qu'elle avait refusé d'imaginer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que chaque détail autour d'elle avait été pensé comme un écho à notre passé. Le fauteuil en velours vert, c'était le même ton que celui de sa robe préférée. La plante dans le coin du bureau, une espèce qu'elle m'avait appris à reconnaître lors d'un de nos rares week-ends heureux. Et le livre, ce livre qu'elle avait failli balancer à la poubelle un soir de dispute, trônait désormais comme un trophée silencieux, une relique d'un naufrage devenu ascension. Je n'avais pas besoin de lui rappeler ces mots. Ils étaient gravés dans ma mémoire, dans mon corps même. Je ne vais pas couler avec toi. À l'époque, ces mots m'avaient brisé. Aujourd'hui, ils résonnaient comme une prophétie inversée, car c'est elle qui avait coulé. Et c'est moi qui, dans le silence de mes nuits sans sommeil, avais appris à nager. Ce n'était pas une vengeance. Je le répète, ce n'était pas une vengeance. C'était un rappel. Un rappel qu'on peut naître du rejet, qu'on peut se forger dans l'absence, qu'on peut devenir quelqu'un sans avoir été choisi. Chaque jour où elle passait devant moi, plateau en main, je sentais sa tension. Elle évitait mon regard, mais ses yeux glissaient toujours, inévitablement, vers le livre. Elle savait, et plus les jours passaient, plus je sentais ces questions monter en elle comme une marée. Comment a-t-il fait? Et c'est là que le vrai jeu commençait. Car moi, je me souvenais d'elle en détail, de ses ambitions, de ses rêves de voyager, de sa peur de vieillir dans l'ombre d'un homme normal. Et je savais qu'en travaillant ici, jour après jour, elle allait revivre chaque décision. Elle allait se confronter à ce qu'elle avait fui. Et je n'avais rien besoin de faire. Juste la laisser exister dans ce décor que j'avais construit à partir de notre ruine. Parce que parfois, la plus grande leçon n'est pas infligée. Elle est observée, lentement, silencieusement. Et un jour, quand elle osera enfin poser la question, quand elle viendra me voir, seule, après le service, pour dire « Dis-moi, comment t'as fait pour devenir ça ?» Je n'aurai plus besoin de répondre, car la réponse sera partout autour d'elle, dans chaque assiette, chaque client, chaque silence. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait signé le contrat. 3 semaines à la regarder tous les jours servir des plats dans mon restaurant, sans jamais un mot, sans jamais un regard direct. Elle avait changé, physiquement et psychologiquement. Ce n'était plus la Lila arrogante et implacable que j'avais connue. C'était une femme qui avait traversé la tempête, qui avait dû accepter son échec, et qui maintenant se redécouvrait dans un environnement qu'elle n'avait jamais envisagé. La Lila d'aujourd'hui était bien plus vulnérable, plus fragile. Ce soir-là, alors qu'elle terminait son service, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. C'était différent. La même étincelle de curiosité. Mais cette fois, elle était aussi teintée d'une reconnaissance que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle est venue vers moi, sans maquillage, sans faux airs. Juste Lila, avec toute sa simplicité, son humanité. Elle m'a dit, presque à voix basse, « Je ne savais pas que tu irais si loin. Tu m'as manqué, Malik. » Je l'ai regardé, je n'ai rien dit. Ces mots étaient lourds, chargés de sens. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que j'avais enregistré cette phrase. Pas pour l'exposer, mais pour me souvenir que parfois, ceux qui vous brisent, qui vous rejettent, sont aussi ceux qui vous révèlent. Parce que c'est grâce à ce rejet que j'ai trouvé ma propre force. Et ce moment, ici et maintenant, c'était le fruit de cette révélation. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai souri, mais ce sourire n'était pas celui du passé. C'était un sourire de victoire intérieure. Un sourire de quelqu'un qui sait qu'il a trouvé sa place dans le monde. Et,
Avec un calme glacé, je lui ai tendu les clés du restaurant. « Tu ouvres demain » a-t-elle demandé, une lueur d'hésitation dans la voix. J'ai répondu, sans trembler, « Non, toi. » Puis je suis parti. Pas par vengeance. Non, ce n'était pas de la vengeance. C'était une forme de délivrance, une libération, parce que ce n'était pas elle qui m'avait laissé. C'était moi qui l'avais laissée derrière moi. Et tout ce qui s'était passé, ce que nous avions traversé, n'était rien d'autre qu'un chemin de rédemption. Pour moi, j'étais enfin libre de mes chaînes, et tout ce que je voyais en elle, c'était le reflet de ce que j'avais surmonté. Mais juste avant de franchir la porte, elle m'a dit une dernière phrase. C'était une phrase calme, presque imperceptible, mais je l'ai entendue clairement. Une phrase qui allait totalement changer la perception que j'avais de cette histoire. Et surtout, de ce que je pensais connaître de moi-même. Cette phrase, je n'étais pas prêt à l'entendre. Et vous non plus. Parce que cette phrase allait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur cette histoire. Vous voulez l'entendre? Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Ce qui a tout changé, ce qui a renversé mes attentes? Alors, restez connectés. Parce que ce n'est pas la fin de notre histoire, c'est juste le début d'un autre chapitre. Un chapitre que vous n'aurez jamais vu venir. À suivre?